Donc, on va vous parler aujourd'hui de durabilité dans le concept retail ou comment utiliser des équipements et des aménagements responsables et surtout repenser le point de vente et son animation afin de réduire son impact environnemental. Donc, pour échanger sur le sujet, je vous présente Franck Lhomme, Bonjour. qui est responsable shopping expérience chez Jules, soit près de 600 boutiques. Delphine Pellis, Bonjour. dirigeante de Christmas Company, agence de retail design et window display. Clarisse Merlet, dirigeante de Fabrique. Et Karel Nat, dirigeant France du fabricant de cintres recyclés Arch Hook. Alors, on va commencer par Franck. Franck, depuis combien de temps Jules s'est engagé dans cette voie du retail responsable et comment? Ça fait déjà 2 ans et demi avec Fashion Cube qui regroupe en fait les enseignes de mode du groupe Mullier, qu'on s'est donc engagé dans cette démarche. C'est d'abord une stratégie de marque avec un principe fondateur qui est le zéro waste. En fait, l'industrie textile, c'est le deuxième plus gros pollueur. Il était vraiment temps d'agir et de se mettre en marche. C'est, je dirais, la partie visible de l'iceberg. En fait, nos magasins sont l'incarnation de l'engagement de la marque sur la voie du zéro waste. Et c'est une démarche qui irrigue la totalité de l'entreprise et qui impacte nos décisions à tous les niveaux. En magasin, on est vraiment dans l'expérience du client de ces engagements de la marque sur le long terme. Et c'est parti de la refonte du concept magasin sur 3 axes: facile, vibrant et engagé. Le côté facile, c'est la circulation, c'est l'espace, la lumière qu'on ramène aussi en ouvrant nos magasins, les services, le confort en cabine et puis le côté simple et astucieux. Le côté vibrant, c'est la couleur, le design, les touches locales et également beaucoup d'énergie et d'attention à chasser les codes de la grande distribution. Et puis, le côté engagé sont des matériaux durables, des matériaux recyclés, réutilisés, réutilisables et également des partenariats locaux. Alors, c'est un concept, mais c'est surtout un outil, un écrin au service de nos clients au sens large. Les clients, c'est aussi bien les équipes magasins que nos clients, bien évidemment. Donc là, Franck, l'image qu'on voit, alors déjà confirmez-moi que vous la voyez bien. Tout à fait, je la vois Voilà. très bien. Ouais. Voilà, donc là, l'image qu'on voit, c'est un exemple de magasin qui est assez typique, c'est ça. C'est votre Ça, corps, c'est un c'est votre magasin de concept. centre-ville. En l'occurrence, c'est le magasin de Lyon République. Et un magasin qu'on a ouvert. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de lumière naturelle. Et quand on parle de simplicité, on voit, je dirais pas qu'on a poussé les murs, mais en tout cas, on a vraiment optimisé l'espace et on a enlevé toutes les couches qu'on avait mis au fil des ans pour ramener de l'espace, du confort. Et ça, c'est un retour d'agrément très fort de la part des clients, entre autres. Donc, le magasin, en fait, n'est pas éco-responsable, mais nous, on fait vraiment tout pour réduire son impact environnemental. On a beaucoup d'engagement, beaucoup de marqueurs de cette démarche. On communique sur 5 d'entre eux en magasin, parce qu'on ne peut pas non plus communiquer sur tout et matraquer de messages. Donc, on a fait des choix. Donc, on communique sur le côté brut. Là, pour le coup, le côté brut est vraiment exprimé. C'est-à-dire que exit le placo, exit les couches de peinture et à la clé, un gain d'espace, une mise en avant des structures brutes de nos bâtiments, du caractère, mais aussi des économies d'échelle qu'on va réinvestir sur des matériaux plus quali et plus durables. Par exemple, ici, on voit qu'on a un carrelage, c'est un grès céramique pleine masse qui est neutre. Ça veut dire qu'il pourra durer plusieurs concepts et il est aussi beaucoup plus durable dans le temps. Donc, en fait, ces économies, elles sont réinjectées par ailleurs pour des matériaux plus durables. On est depuis quelques années en éclairage LED et pour le coup, c'est des économies conséquentes d'énergie. Autre marqueur sur lequel on communique, le mobilier Made in France. Ça fait des années qu'on fait fabriquer notre mobilier en France chez France Décor, à côté de Lyon.
sans communiquer là-dessus. Donc, on s'est posé la question à l'interne, ça faisait même débat sur l'intérêt de dire aux clients qu'on fabriquait en France. On l'a fait et on a vraiment eu un retour, un satisfecit de la part des clients qui trouvaient ça vraiment sympa. Donc, on est content d'avoir communiqué là-dessus. On a également un autre marqueur sur lequel on communique qui est le mobilier EcoPixel. EcoPixel, entreprise italienne qui recycle des plastiques. Le principe, c'est de broyer des plastiques usagés qui ne servent plus, d'en faire des copeaux, des billes de plastique et de les réinjecter sous pression dans des moules chauds. Et la pression va plaquer la matière première sur le moule. Et une fois qu'il sera refroidi, on va démouler, on va obtenir des formes. Donc ici, on voit à droite une table basse. À gauche, on voit un support accessoire. Donc, c'est recyclé, c'est recyclable. Et en plus, c'est beau, ça donne de beaux objets. Donc, pour le coup, c'est vraiment chouette et c'est une belle réussite. On a travaillé en étroite collaboration avec eux pour mettre en place le mobilier dont on avait besoin, entre autres des tabourets dans nos cabines, des supports accessoires, des tables basses. Sur certains modèles, on a repris des moules existants pour faire des économies. Sur d'autres, on les a vraiment créés pour nous. Autre marqueur, la collecte. On voit ici un mobilier dédié, spécifiquement fait pour la collecte. On a pour le coup repris les codes des meubles de métier, des blanchisseries, des manufactures textiles. On voit qu'on a un cadre métallique sur roulette avec un bac en tissu, en toile épaisse. Il est très pratique, il est sur roulette, il permet à nos équipes de le déplacer, d'aller chercher facilement les produits qui y sont déposés. Surtout, tu pas... disais, oui, j'insiste, surtout c'est pérenne, c'est-à-dire que vous, la oui, collecte chez vous, c'est toute l'année, c'est c'est tout, intégré voilà. au mobilier. Bravo. Ouais, exactement. C'est pas une démarche commerciale. C'est pas si tu ramènes un jean, tu auras moins 50% sur le deuxième. C'est tous les jours et on collecte tout type de vêtements, de toutes marques, hommes, femmes, enfants, chaussures, linge de maison. Et je parlais de partenariats locaux tout à l'heure. On a un maillage au national avec le relais et c'est le relais qui vient collecter ces produits, qui les recycle, qui les réinjecte. Donc ça, autre marqueur voilà, sur lequel on communique. En tant que représentant Free Fashion, je trouve ça super. Euh, Et enfin, Et enfin, un marqueur très fort et pas des moindres, ça c'est la photo de notre magasin de Bordeaux-Sainte-Catherine, le premier magasin en concept in progress qu'on a ouvert, où trône fièrement la première presse de Fabrique, de Clarisse Merlet. Donc Fabrique, c'est une agence de design et c'est un fabricant de matériaux. Le matériau, c'est la brique textile recyclée. Et ça, c'est issu à la base du projet d'études de Clarisse Merlet, qui est une jeune architecte. et qui est avec Qui est nous. derrière? Pardon? Qui est avec nous, donc elle va en Qui est avec reparler nous? après. Exactement, voilà. Et qui va pouvoir prendre la parole. Moi, je suis très enthousiaste quand on parle de Fabrique parce que c'est un projet humain, engagé. C'est un vrai partenariat qui est jalonné d'anecdotes. Le premier step pour Jules, ça a été de contribuer au crowdfunding que Fabrique avait mis en place, qui lui a permis d'acheter ses premières presses. Ensuite, nous, il a fallu qu'on convainque. Il a fallu convaincre à l'interne parce que quand on est arrivé avec Clarisse et Cédric, on nous a dit mais jamais elle va nous faire assez de briques pour ouvrir 5, 10, 15, 20 magasins. C'est pas avec l'atelier au fond de son garage qu'elle va faire ses briques. Donc, il fallait rassurer. Et c'est vrai que la première année, Clarisse fabriquait les briques dans l'atelier de ses parents, qu'elle bossait du matin au soir. Elle a fait un boulot de dingue. Mais les 5000 briques, elle les a sorties. Et ça a été un input très fort. Il fallait aussi rassurer à l'interne, parce qu'à l'époque, quand il y a des nouveaux matériaux qui sortent sur le marché et qu'on veut les rentrer en magasin, ils doivent être classés au feu. Le classement au feu n'existait pas. Donc, Clarisse a prototypé, a fait des classements au feu. Nous, on a contribué aussi pour payer une partie de ces classements au feu parce que ça représentait du budget. Et ensuite, l'histoire de Jules avec Fabrique, c'est un peu l'histoire au démarrage du Petit Poussé et de Jules le gros industriel. Et il a fallu qu'on trouve un mode de fonctionnement, qu'on se fasse confiance, qu'on rassure Clarisse, qu'à l'interne également, on rassure aussi les gens avec qui on travaillait. Et on a eu un mode de fonctionnement différent de nos autres fournisseurs. Par exemple, à certains moments, au démarrage, on a fait
des paiements anticipés, ce qui lui permettait d'avoir de l'avance de trésorerie pour acheter sa matière première parce qu'elle démarrait, elle montait sa société. On va peut-être en profiter pour passer la parole à Clarisse, Exactement, justement, qu'elle nous explique, elle, c'est le comment bon ça s'est moment. passé, sa vision. Clarisse, alors, justement, comment ça s'est passé de travailler avec un gros acteur comme Jules? Bah, c'est très chouette. Au final, au début, c'était ça me faisait un peu peur parce que effectivement, j'avais zéro financement et je venais tout juste de créer la société. Donc, j'ai eu un peu peur de me lancer dans un projet et de pas réussir à tenir les délais et de pas avoir cette capacité de production. Donc, je remercie encore Franck et toute l'équipe Jules qui m'ont fait confiance. Ils m'ont laissé ma chance alors qu'il y avait vraiment aucune certitude que je réussisse pour finalement sortir donc, ce matériau-là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ici, super. Qui est la brique en textile recyclé. Et ouais, heureusement qu'ils m'ont fait confiance parce qu'au début, quand ils sont venus me chercher, j'avais même pas encore la machine, j'avais pas le local, j'avais même pas la brique finale, j'avais rien. Et aujourd'hui, du coup, là, nos ateliers sont à Paris, on a presque 300 mètres carrés de surface. On vient tout juste de faire l'acquisition d'un broyeur textile pour broyer Donc, notre ouais. matière. Et Clarisse, est-ce que donc dans le magasin, c'est utilisé où? Ça sert à quoi? Alors, dans le magasin, c'est utilisé sur les mobiliers centraux de présentation de vêtements qui sont là, par exemple, celui-ci en jean et en mural. Donc là, on voit, c'est le plus grand mural qu'on a fait, je crois, celui-ci à Bordeaux. Donc ça, c'est entièrement en jean. Dans le fond, on en voit un autre en coloris multicolore. C'est en partenariat avec France Décor. C'est pas nous qui réalisons les mobiliers. Nous, on fournit les briques et après, France Décor réalise le mobilier avec. Et ça, on fait tout ici à la main. Maintenant, on a 5 machines qui sont artisanales. Ce sont des presses hydrauliques. Et là, on vient de sortir une grosse commande de 25 000 briques pour Jules encore. Voilà. Bravo. Bravo, merci Clarisse. Je vais passer maintenant la parole à Delphine. Delphine, alors justement, au sein de votre agence, vous avez aussi recours aux fabricants pour concevoir des produits d'aménagement locaux et responsables? Oui, en effet, nous, on existe depuis plus de 35 ans. En fait, depuis plus de 35 ans, nous, on fabrique au moins 80% de notre production en France. Pourquoi ? Parce que au-delà aussi, on sait que la RSE, ce sont des modes de production. Au-delà de leur impact écologique, pardon, il faut qu'ils soient aussi vertueux pour les gens qui sont derrière, c'est-à-dire des gens, des hommes, des femmes qui produisent. Nous, effectivement, on recherche des artisans, des gens un peu malins, curieux, parce qu'en fait, nous, on veut mettre en valeur les techniques et les savoir-faire d'entreprises hexagonales qui sont aussi pour la plupart, et là je rejoins Clarisse, artisanales, familiales. Ça nous permet de restreindre l'impact carbone, de faire travailler donc des hommes, des femmes, des gens, de développer aussi une vie économique autour de nos créations. Bref, nous, notre rôle, c'est de valoriser les talents. Bon, bravo. Donc là, ce qu'on voit là, juste pour avoir la traduction, c'est quoi, Delphine? Là, l'image qu'on voit, c'est justement un exemple de réalisation? Alors, ça, c'est un exemple. En fait, on a dessiné cette sculpture pour la demande d'un client. Donc, on l'a modélisée en 3D. Donc, ça, c'est des designers qui sont ici à Bordeaux, chez nous. Ensuite, on en a fait un moulage échelle 1/10 pour valider que ça plaisait au client. Et ensuite, ça a été créé et fabriqué dans le sud-ouest de la France, dans différents endroits autour de Bordeaux. Pourquoi ? Parce que ça fait un meilleur bilan carbone. Et en fait, c'est 38 morceaux d'impression 3D de fibres de maïs qui sont assemblés ensemble et peints dans nos ateliers. Donc, en fait, on industrialise de l'artisanat, tout bêtement, nous. Bon. Et donc là, on voit le résultat final. Voilà, qui est toujours en place. Aujourd'hui, il n'est plus en vitrine, mais il est dans le showroom de Polka. Donc, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'il est utilisé. Donc, c'est un décor extrêmement durable. Super. Merci Delphine. Et on voit que dans l'aménagement, les cintres sont aussi très importants et c'est à ce titre que Karel est avec nous. Karel, justement, sur les cintres à usage unique, c'est vraiment un des consommables en magasin les plus compliqués à faire évoluer. Et comment vous, dans votre entreprise, vous apportez des solutions? Karel, je te passe la parole. Merci Véronique. Bonjour à tous. Il faut m'excuser parce que mon français n'est pas comme le vôtre, mais je vais essayer de me faire comprendre. Donc, chez Arsenouk, nous nous sommes engagés de produire uniquement des cintres durables.
soit de bois de provenance de foresterie responsable, certifié avec le logo FSC, soit de plastique recyclé et, plus important, complètement recyclable vers un produit de la même qualité. À ce moment, dans l'industrie de la mode, selon notre estimation, 85 milliards de cintres par an sont jetés. Pour vous donner une idée, c'est presque 300 fois le volume de Big Ben à Londres. Et en plus, ce sont presque toujours des cintres en polystyrène, ce qui est un plastique effectivement non recyclable. Je vous recommande de regarder un petit film qu'on a fait sur ce sujet. On peut le trouver sur YouTube et ça s'appelle Fashion's Dirty Little Secret. Donc, pour changer ça, on a développé un plastique qui s'appelle Blue. C'est un plastique composé des déchets plastiques marins qu'on trouve à ces moments surtout au bord et à la bouche des grands fleuves en Chine. À part de nettoyer ainsi les océans, on y fait un produit énormément plus durable que les modèles à usage unique conventionnels, ceux de polystyrène par exemple. Et en plus, en fin de leur vie, ils peuvent être recyclés sans perte de la qualité. Ils peuvent être recyclés dans un produit de la même ordre. En effet, un nouveau cintre. Et je crois qu'avec ça, on peut que contribuer à causer moins de déchets de plastique. Voilà, c'est ça. Bien, merci beaucoup. Merci. Et je passerai bien la parole maintenant pour voir maintenant, pour vous, Karel, quels sont les vrais défis d'un retail green? Au-delà, vous vous dites, parce que on parle des cintres recyclés, recyclables, comment vous faites pour les récupérer? Oui, c'est toujours un peu compliqué. Avant tout, je veux dire, nos cintres sont durables parce qu'ils sont faits en déchets de plastique marin. Donc, comme ça, on aide déjà à nettoyer les océans. Mais ils devraient devenir encore beaucoup plus durables si on les réutilisait plusieurs fois et finalement, à la fin de leur vie, on les recyclait en faisant de nouveaux cintres. Là, le défi est le rétrologistique. Il faut qu'ensemble avec nos clients, les commerçants, les magasins, les chaînes de magasins, on désigne des systèmes pour la collection de cintres, pour les retourner soit aux ateliers où les vêtements sont faits, soit à la fin de leur vie à un point de recyclage. Nous croyons que c'est possible, mais je me réalise aussi que c'est pas très facile et ça demande beaucoup des magasins, des commerçants et tout ça. Donc, gros sujet, la rétrologistique. On en a parlé avant aussi, juste avant, quand on parlait des plastiques, de la sacherie, des polybags, gros sujet. Delphine, pour vous, ça serait quoi le plus gros défi? Le plus gros défi, c'est de concilier créativité et efficacité, mais je suis assez d'accord avec Franck, on ne passera pas demain à du 100% green. Aujourd'hui, les projets qu'on essaie de développer, on essaie qu'ils soient durables, malins, avec des matériaux un petit peu matériaux innovants, recyclés, recyclables, de revenir à la simplicité. Aujourd'hui, développer un projet, c'est pas vouloir forcément aller sur des matériaux très chers, c'est des stratégies intelligentes. Et je pense que vraiment, ça viendra dès la conception de l'opération. Aujourd'hui, on est toujours focalisé sur le nombre d'opérations commerciales parce qu'il faut un certain nombre d'opérations commerciales dans une saison dans la mode pour vendre les produits. Et en fait, ce n'est pas multiplier le nombre d'opérations commerciales, donc multiplier les décors qui vont être jetés, qui coûtent beaucoup d'argent à livrer et qui ont un impact carbone absolument désastreux. Aujourd'hui, c'est de prendre des dispositifs innovants, plus astucieux. Et quand une marque a un vrai ADN, on peut concevoir des décors de saison qu'on vient un petit peu updater au fil des opérations commerciales, en livrant peut-être juste une nouvelle impression ou une nouvelle couleur. Mais il faut que derrière, ce soit une vraie volonté, une vraie stratégie de marque. C'est-à-dire que dans la plateforme de marque, il faut que ce soit inscrit qu'on veut devenir green, vertueux. Et il ne faut pas se dire, bon, ben là, il faut que je fasse une vitrine green.
Nous, parfois, il y a des clients qui nous envoient des projets en nous disant, bon, ben voilà, il faut le fabriquer en green. Mais non, c'est pas possible parce qu'il faut le concevoir déjà en green. Et c'est toute une démarche qui est à acquérir, même si de plus en plus, aujourd'hui, les designers deviennent de plus en plus vertueux et c'est inscrit effectivement dans leur stratégie. Il faut qu'on réfléchisse beaucoup plus en amont sur les matériaux qu'on veut utiliser, la durabilité du projet, est-ce qu'on le fait pour 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, un peu comme Franck a réfléchi aussi le concept des magasins Jules, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas pour juste une opération, c'est qu'on veut que ça dure, que ça imprime, et des décors comme ça peut devenir aussi une signature marketing pour la marque, une permanence stylistique, où en fait le client, il n'a même plus besoin de voir l'enseigne. Il sait que s'il rentre dans un magasin avec tel ou tel matériau, il sait qu'il est dans une enseigne vertueuse. Par exemple, aujourd'hui, quand on rentre chez Jules, moi j'habite à Bordeaux, rue Sainte-Catherine, on n'a pas besoin de regarder l'enseigne. On sait qu'on est chez Jules. Et il faut que ces marqueurs d'outils durables deviennent des signatures de marque. Mais pour ça, c'est une vraie stratégie qui est faite très en amont, avec effectivement, dès la conception même de la collection. Il faut qu'on se mette d'accord avec les designers produits, il faut que les designers de vitrines, les designers de mobilier se mettent d'accord sur qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message au client. Parce que le client, aujourd'hui, la marque lui fait des promesses. Mais en termes d'écologie, en termes de RSE, quand on fait des promesses, il vaut mieux les tenir parce que ça va être un des gros enjeux aujourd'hui pour nos métiers du merchandising, du visual merchandising, du retail design. Ça va être un des gros enjeux, c'est de ne pas partir dans la facilité, parfois du greenwash qui peut être tentante. Mais nous, c'est mettre la notion de valeur au centre de nos préoccupations. Aussi, on s'est trop focalisé sur le prix. Je vais conclure là-dessus. On a trop voulu acheter des opérations le moins cher possible. Alors évidemment, on travaillait loin avec des productions à bas coût. Aujourd'hui, moi, je reviens aussi à la création de valeur pour les hommes et les femmes qui produisent derrière. Donc, le rôle du merchandising, ça va être développer des mises en scène aujourd'hui qui donnent de la valeur aux produits et de la valeur à la marque qui les fabrique. Merci, Delphine. C'est une excellente transition. Franck, vous, justement, chez Jules, l'engagement des équipes, c'est quelque chose de central. Comment vous faites pour que… On parlait du message de la marque et on parlait de transmettre ce message de la marque. Vous avez revu toute votre plateforme de marque, vous avez revu, enfin, c'est vraiment une vraie stratégie. Mais comment vous faites pour que ce message il soit bien transmis aux consommateurs ? En fait, chez nous, le zero waste est vraiment intégré à tous les étages, à tous les niveaux de l'entreprise. Et bien sûr, les équipes magasins sont notre premier ambassadeur auprès des clients. Et elles sont fières d'avoir des éléments en fait concrets qui vont illustrer cet engagement zero waste de la marque. Donc nous, on a démarré sur cette voie il y a 2 ans et demi et on a ouvert nos premiers magasins fin 2019. On a ouvert 7 magasins de notre nouveau concept Men in Progress en 2 mois. C'était vraiment un tour de force parce qu'on était sur du prototype. On n'avait pas encore industrialisé la production des mobiliers. Heureusement, c'était un concept intuitif et fonctionnel parce qu'on n'avait pas rédigé le mode d'emploi pour nos équipes. Mais aujourd'hui, ce mode d'emploi existe et ça nous a vraiment permis de former nos équipes sur le terrain. Et si certains marqueurs, en fait, comme la brique, sont immédiatement perceptibles du client, d'autres demandent plus de pédagogie et d'explication, comme pourquoi les murs sont bruts, comment le mobilier éco-pixel est fabriqué. Et donc, tout ça, ça ne peut être communiqué, passé que par nos équipes qui connaissent le concept et qui, elles aussi, sont engagées sur cette voie du zero waste. Par exemple, on utilise le Refelt. Alors, le Refelt, c'est un panneau de feutre en fait, qui est fabriqué à partir de bouteilles plastiques recyclées et qui a des propriétés phoniques, thermiques et qui est aussi un bel objet de design qu'on utilise dans nos magasins. On a aussi des vélos parfois dans les cabines quand la place le permet. Alors, pourquoi des vélos dans l'espace cabine ? C'est un élément de décoration masculin. C'est un marqueur également urbain, mais surtout, ce sont des vélos d'occasion qui ont été remis en état par une association locale sur l'île qui a démarré il y a à peu près 1 an et on a pu leur donner un coup de pouce aussi au démarrage.
On a également, on parlait des cintres, on a également aussi des cintres qui sont fabriqués en plastique recyclé et recyclable. Ces cintres sont fabriqués en Allemagne. Dans ces cintres, on a 60% de plastique et 40% d'herbe. L'herbe est collectée localement dans un rayon de 20 km autour de l'usine qui fabrique les cintres. Mais avant d'être utilisée, en fait, elle va servir à la production de biogaz, donc d'énergie verte. Et seulement après avoir été utilisée pour ça, elle rentrera dans le process de fabrication des cintres. Et pour le coup, les cintres qui sont recyclés, recyclables, ils sont beaucoup plus costauds, plus durables et ils sont aussi plus jolis. Donc, ça vaut carrément le coup. Il coûte plus cher qu'un cintre jetable, bien sûr, mais vu la durabilité et le rendu, on est très content d'avoir opté pour ce produit. Pour autant, on a toujours une problématique de cintres à la source qui servent pour le transport des grosses pièces. On est obligé de les cintrer, sinon ils arrivent abîmés en magasin. On a aussi testé… J'ai envie de… Pardon, Franck, j'ai des questions là qui apparaissent. Et j'ai une question pour Clarisse. Est-ce que, pardon de t'interrompre, on reprend juste après. Est-ce que les briques de fabrique peuvent intégrer des textiles industriels, tissus sur rouleau? Oui, tout à fait. Et on a même essayé avec des vêtements de travail des EPI, de BTP récemment, et ça fonctionne aussi très bien. Bon. Et donc, on vous donnera le lien. Vous aurez les coordonnées de Clarisse. On vous donnera les liens de tous les intervenants. Désolée, je vous les donnerai à la fin. On vous les donnera à la fin. J'ai aussi une autre question. Est-ce que les cintres, en fait, il y a une question pour Franck et Karel, les deux. Est-ce que les cintres, pour vous, à vos yeux, sont les pailles du monde de la mode? C'est-à-dire les pailles, vous savez, c'est le scandale des pailles dans la restauration. Est-ce que les cintres, pour vous, c'est un peu la même chose? Qui veut me répondre? Franck? Oui, je veux bien, mais Karel, je pense qu'il aura aussi des choses à dire. En fait, le cintre… c'est un élément aujourd'hui dont on ne peut pas se passer. Et il y a une vraie problématique de logistique, en fait, parce qu'il y a encore pas mal de vêtements qui sont produits dans l'hémisphère sud, ou même sans être dans l'hémisphère sud, quand on est en Europe, il y a des vêtements qui doivent transiter sur des cintres. Et quand ils arrivent, en fait, en magasin, généralement, on ne les laisse pas sur ces cintres parce que c'est des cintres qui servent au transport et qui ne sont pas assez qualitatifs. Donc, on décintre, on recintre, et c'est qu'est-ce qu'on fait de ces cintres-là. Et après, plus largement, globalement, qu'est-ce qu'on fait aussi des cintres qui sont en magasin, qui sont plus qualitatifs, qui valorisent la collection, quand ils sont en fin de vie. Il y a encore peu, en fait, de filières, ça commence, qui sont mises en place et qui permettent, en fait, d'aller capter le cintre en magasin et de le renvoyer en usine. Parce que la problématique, elle est là, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut recycler du cintre, souvent, on nous demande à nous, retailers, d'envoyer tous les cintres en un point pour qu'ils soient collectés. Mais si on fait ça, en fait, en même temps, pardon, parfois c'est très loin, parfois c'est en Europe, mais en empreinte carbone ou en coût de transport, déjà, on n'arrive pas à faire face. Enfin, voilà, moi, ce que j'en sais, ce que j'en constate. Karel, je laisse la parole à Karel. Tu veux ajouter quelque chose? J'ai une autre question pour toi après. En effet, notre produit Blue était spécialement dessiné pour les centres de transport parce qu'ils sont simples, ils ne sont pas chers, ils ont un prix qui est compétitif avec les centres en polystyrène qu'on utilise maintenant très beaucoup. Donc, ça, c'est déjà quelque chose. Et pour les cintres qu'on utilise dans le magasin, on propose un autre matériel. Peut-être il faut rappeler, et Karel, est-ce que tu peux le rappeler? C'est pas clair pour tout le monde. Pour quelles raisons les commerces de mode jettent-ils autant de cintres? Pour quelles raisons? Les vêtements, ils arrivent comment? Il y a beaucoup de vêtements qui arrivent dans les magasins pendus sur un cintre et le cintre, ils sont mis sur cintre dans l'atelier où ils sont produits et ça peut être en Asie ou en Portugal ou n'importe quoi. Et il y a une certaine complication de rétro-logistique de nouveau
pour remettre les centres à leur lieu d'origine. Mhm. Et nous, chez nous, nous croyons que ça doit être possible parce qu'il y a beaucoup de capacités de transport. Il y a beaucoup de conteneurs qui font le retour à l'Asie, en effet vide, parce qu'il y a une courant de matériaux qui viennent chez nous, mais il n'y a pas tellement beaucoup qui va de retour. Les conteneurs sont là, donc Ok. ça doit être possible de faire une rétrologistique sans faire trop d'impact sur le carbone émission. Ok. On va peut-être reprendre. On avait une dernière question qui était, Franck, et tu enchaîneras derrière, qui était pourquoi est-ce qu'on ne vend pas le cintre au client ou pourquoi est-ce qu'on ne le donne pas au client? Et c'est vrai que ça, c'est une question qu'on se pose souvent quand on est en magasin, pourquoi on ne nous le donne pas? En fait, je crois que ce n'est pas le même. En fait, oui, ça nous arrive de donner des cintres aux clients. C'est plutôt des cintres qui ont servi au transport et qui donc ont fini leur vie et soit c'est donné aux clients, soit c'est réinjecté localement. Ça part dans des tris sélectifs, ce qui n'est pas l'idéal. Mais les cintres de présentation qui sont plus quali, nous, c'est l'option qu'on a prise et qui, pour le coup, ont un vrai budget, effectivement, on ne les donne pas aux clients. Bon, maintenant, j'aurais une question pour Delphine. On a parlé de gros acteurs. Comment un petit détaillant peut lui aussi essayer d'avoir un magasin, enfin de réduire son impact environnemental dans son magasin? Parce que il y a beaucoup de petits détaillants. En plus, en ce moment, ils souffrent beaucoup. Et quelles sont les solutions? Alors, c'est sûr que c'est un défi pour eux. Et donc, nos clients, les grandes chaînes et les grands acteurs du retail souffrent beaucoup, mais ils rencontrent des difficultés aujourd'hui absolument énormes. Alors, je pense qu'en fait, il faut de l'agilité. Il faut qu'ils deviennent agiles et astucieux. Comme pour les grandes marques, parce qu'on ne fait pas de différence, ça passera d'abord par une sélection très rigoureuse de leur offre, c'est-à-dire des choix de produits pertinents, en cohérence avec leur engagement. Et ensuite, moi, je crois beaucoup à la proximité pour eux. C'est-à-dire que c'est pas la peine de vouloir faire un magasin avec des matériaux onéreux. Mais peut-être qu'il faut juste aller voir le petit artisan local à côté, lui demander de dessiner un portant en métal et de le fabriquer parce qu'il est capable de le faire. Il aura envie de le faire et ça sera aussi valoriser l'économie locale et circulaire. On peut aussi travailler avec des ressourceries locales à Bordeaux. Il y a l'atelier d'éco-solidaire qui vend des mobiliers de bureau, des chaises. Donc, on peut travailler avec des ressourceries en proximité pour donner une seconde vie aux matériaux. Et ensuite, un concept, ça se dessine. Et en fait, dans pas mal de villes, il y a des écoles d'architecture, il y a des écoles de designers. Et je vous assure, pour donner pas mal de conférences dans ces écoles, ils sont hyper friands, les étudiants, les jeunes d'aujourd'hui, qu'on leur fasse confiance pour dessiner des projets, pour tenter. Ça sera un travail gratuit pour eux, ça sera un stage. Donc, il faut retourner à la proximité. Et ça, c'est de l'économie agile, simple, efficace. C'est d'aller à la proximité, de demander à des étudiants en design, de faire travailler les artisans locaux pour pouvoir se tourner, pour être plus efficace. Il y a aussi, après, de trouver des fournisseurs d'énergie qui ont des engagements vertueux comme Enercop, etc. On n'est pas forcé d'aller acheter son électricité chez des grands distributeurs. En fait, il y a plein d'idées à faire germer, mais c'est pour les petits commerçants, vraiment pour eux, c'est de s'entourer de leur force locale, de s'appuyer et de créer une émulation autour d'un projet qui peut rassembler pas mal d'acteurs du commerce local aussi. On t'entend plus, Véronique? On parlait tout à l'heure des grands défis pour un retail responsable. Franck, si on devait résumer un peu tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que tu retiendrais? Juste avant de répondre, je fais un pont avec ce que vient de dire Delphine, parce que je suis très aligné. C'est vrai qu'il y a une nécessité à revenir sur le local et à avoir l'intervention de la main de l'homme. Globalement, c'est valorisant pour les économies locales et puis c'est
évidemment beaucoup plus responsable et moins engageant pour la planète. Alors, pour répondre à ta question, en fait, quand on s'engage sur l'axe Zero Waste, il n'y a vraiment pas de place pour le fake ou le greenwashing, sinon c'est la sanction immédiate, quoi. Donc, nous, vraiment, chez Jules, quand on dit quelque chose, on le fait, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, on s'y attache. Il y a vraiment cet engagement fort de la marque à tous les niveaux, à tous les étages, et on le fait à 360 degrés. Par contre, on sait très bien qu'aujourd'hui, on n'est pas irréprochable, qu'on a encore plein de progrès à faire. C'est bien pour ça que notre claim, c'est le Man in Progress, c'est-à-dire la stratégie des petits pas. Et projet après projet ou projet après échec et reprojet, on avance. On travaille par exemple aujourd'hui sur la réparation qu'on veut mettre en place, proposer à nos clients en magasin et également la seconde main. C'est vraiment dans cet esprit de redonner de la valeur au produit, de vendre moins, mais mieux. On a tous des produits fétiches qu'on aime et si on nous propose de les réparer, on sera ravis. Nous, on veut valoriser ce savoir-faire en magasin, travailler avec des acteurs locaux qui feront ces réparations. Donc, toutes ces démarches-là, ça demande un équilibre entre la créativité, la faisabilité, la rentabilité. Et je rebondis sur ce que tu dis. Quand on a parlé en préparant cet atelier, le point important pour tous d'ailleurs, ça vous paraissait de dire c'est possible. Parce que c'est vrai que quand on parle de retail responsable, il y a comme un petit paradoxe. Et la démonstration aujourd'hui, c'est que c'est vraiment possible. Et le fait que Jules, vous, gros groupe, vous soyez engagé là-dedans, y compris travailler avec des fabricants, enfin comme Clarisse, c'est vraiment possible. Et justement, dans un esprit de rentabilité néanmoins. Donc, je te repasse la parole, Franck. Ouais, complètement. Il y a vraiment des choix qui sont faits, c'est-à-dire que on a cette démarche Zero Waste, on a un nouveau concept qui sort de terre avec son identité qu'on veut garder. On a bien évidemment, avec un parc de magasins, besoin d'industrialiser la production de notre mobilier. On le fait sur le territoire français. Et on a un besoin aussi de confort et de fonctionnalité pour nos équipes. Et tout ça, ça doit être pris en compte dès l'amont, avec les drivers dont je parlais qui sont mes 3 drivers, ça y est, je vais les retrouver, vibrants, faciles et engagés. Voilà, ça y est. Et en fait, avec un parc de 600 magasins pour le coup et 6 concepts qui coexistent, il faut vraiment être simple et astucieux. Par exemple, sur certains concepts, bien évidemment, on grade le concept. On a un concept full, un concept medium, un concept light, on garde l'identité. Donc, sur certains magasins, on va récupérer une partie de l'ancien mobilier lors d'une rénovation et le réutiliser. Donc, ça, c'est être astucieux. Ça veut dire que notre concept est capable de se mixer tout en gardant son identité avec une partie du mobilier du site qui est conservée. C'est des choses toutes simples comme ne pas multiplier les références de mobilier. Quand on fait ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'usage en magasin et le stockage seront beaucoup plus simples. Et ça veut dire qu'on fera aussi des économies sur les coûts de production. Parce qu'entre produire 10 supports et 3 supports avec des quantitatifs plus grands, ce n'est pas du tout la même chose. Moi, en conclusion, je dirais qu'il faut vraiment être simple et astucieux. Et mon guideline, c'est vraiment less is more. Et impliquer les équipes. Sans les équipes, on ne fait rien. Voilà. Les équipes, j'ai envie de dire, on évident. va conclure sur les équipes parce que c'est vrai que c'est hyper important. Et comme comment justement Delphine, comment vous formez les équipes quand vous mettez en place des stratégies justement sur le long terme? Vous intervenez, vous leur préparez des outils? Alors, on ne leur prépare pas nécessairement d'outils. Nous, on a des jeunes collaborateurs pour qui aussi le green design est quelque chose effectivement assez inscrit dans leur façon de faire au quotidien. Donc, c'est déjà chez nous quand on conçoit un projet en interne, parce que nous, on peut concevoir des projets en interne ou on peut fabriquer des décors décidés par nos clients. Donc, on a un peu de casquette. Quand nous, bien sûr, on conçoit, on fait un peu, comme disait Franck, on est dans la proximité, on est dans la simplicité et j'ai toujours cette théorie, on ne va pas réinventer l'eau chaude. Donc, on est aussi sur des matériaux simples. Par contre, ce qui nous bloque beaucoup par rapport aux équipes et ce qui est très frustrant, c'est qu'on est toujours dans cette stratégie du prix le plus économique et je pense que c'est un gros message qui vient du fond du cœur, mais aussi c'est un message d'alerte. Si Jules l'a compris, je pense que
parce que Jules, ça a été une vraie stratégie d'entreprise. Je pense que je voudrais dire, on ne peut pas être au bas prix si on veut être éco-conçu, si on veut être vertueux, si on veut fabriquer en France. Il faut arrêter de vouloir travailler sur le prix, il faut travailler sur la qualité du produit. Et comme dit Franck, c'est un produit qui va durer beaucoup plus longtemps. La durabilité. Oui, la durabilité, c'est un produit qui coûtera au final beaucoup moins cher. Et nous, fabrique beaucoup, on va fabriquer jusqu'à 1600 fois les mêmes décors. Et donc, effectivement, on est capable d'avoir des économies d'échelle et d'avoir à côté de nous des partenaires qui fabriquent, qui nous proposent les matériaux, qui ont compris notre démarche et qui s'inscrivent aussi dans cette recherche globale, même si on n'est pas encore 100% green et il y a encore beaucoup de travail chez nous. Ok. Bon, mais écoutez, merci beaucoup. Clarisse, est-ce que tu aurais voulu ajouter quelque chose Non, mais sur ce qu'on vient de dire par rapport à ces problématiques retail et ton action en retail? Moi, mon action retail, elle est encore minime, mais ça grossit d'année en année. Donc, j'ai hâte de continuer avec Jules surtout. Bravo à tous. Merci beaucoup. Je regarde s'il y a d'autres questions. On nous parle d'une boutique à découvrir, BBH à Paris 17e. Il y a une question pour Jules. Est-ce que vous connaissez la part de l'impact des émissions de GES de vos boutiques dans l'ensemble de votre activité? Honnêtement, non. Je sais pas répondre à cette question. Bon. Je vais être franc, non, je ne sais pas. Ouais, écoute, non, voilà. Delphine, exactement, c'est le juste prix qui doit primer et pas le prix le plus bas. Oui, pour la durabilité, oui, le juste prix, on est d'accord. Ouais. Et on va vous donner toutes nos coordonnées, on va les mettre dans le Q&A. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci. Merci. Au Bon revoir. après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.